Voilà, je vais vous parler d'un mot qu'on a inventé, qui est le mot shapership. On a inventé ce mot pour ouvrir un monde. Alors, shapership, ça vient de to shape, du verbe to shape qui est tailler, comme tailler un diamant, et ship comme dans friendship, l'amitié, ou dans craftsmanship, l'artisanat, donc le ship, ou dans leadership, ou dans entrepreneurship. C'est donc une capacité, une compétence dans un certain domaine. Et en fait, le shapership, on l'a inventé un peu parce qu'on râlait contre le nombre de gens qui développaient l'entrepreneurship et le leadership comme étant les solutions du monde à venir, en se disant mais il y a quand même autre chose, il y a des gens qui ont probablement ouvert des pistes vers le futur et qui ne sont ni des leaders ni des entrepreneurs. Et donc ces gens sont quoi? Et on a cherché et on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui avaient ouvert des pistes qui étaient avant eux invisibles dans la justice, dans l'enseignement, Maria Montessori, dans les débats sociaux, dans la philosophie, en médecine, enfin bref, dans tous les domaines du monde, et des gens de tous les âges, toutes les générations, toutes les races, toutes les cultures, tous les niveaux d'éducation avaient en réalité ouvert des pistes et proposé des progrès, au sens non pas où le progrès ce serait résoudre les problèmes d'hier, mais des progrès, c'est-à-dire d'ouvrir des nouveaux chemins qui n'avaient pas été ouverts avant eux et qui correspondaient aux espoirs de parfois des milliers de gens, parfois des millions, parfois 5. Tout ça n'a pas énormément d'importance, comme vous verrez. J'espère que le concept vous inspirera. Je ne suis pas en train de présenter un dogme, ni un must, ni une obligation. Il n'y a pas d'obligation d'appliquer ça. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration, quoi que vous fassiez dans la vie. Et voilà, je veux vous dire que sur la couverture du livre, qui sera en vente après, si vous avez envie, et de nouveau là, si vous avez envie, il y avait au départ une citation de Bergson qui est « L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre ». Alors, tout ça pour dire que c'est un peu à l'opposé de saint Thomas qui dit je ne crois que ce que je vois ». Et vous savez que c'est faux. Hein, c'est faux, complètement faux. Je ne crois que ce que je vois. Il y a une histoire que m'a un jour raconté un homme qui m'a beaucoup fait rire. C'est un homme qui est persuadé que sa femme le trompe. Il engage un détective privé pour qu'il suive sa femme. Et puis il lui dit téléphonez-moi. Alors le détective est au téléphone. Il dit le mari dit mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, je crois qu'ils prennent l'apéritif. Ils ont l'air d'être au champagne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, voilà. Puis ils arrivent. Et maintenant qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils payent l'addition. C'est lui qui paye. Oui, c'est lui qui paye. Et maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Et alors il la prend par les épaules. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en face. Je crois que c'est l'hôtel. Eh bien, débrouillez-vous, mon vieux, hein, rangez-vous pour avoir une chambre en face. Alors, le détective fonce, il a une chambre en face. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il vient de fermer le rideau, en fait. Et le mari dit, ça, c'est vraiment con, parce que s'ils n'avaient pas fermé le rideau, on aurait été au clair sur ce qu'ils vont faire. Donc, il y a cette idée que voir pour croire, c'est à peu près... Enfin, je dirais, je ne crois que ce que je vois est à l'envers de ce dont on va parler. Ici, on va parler de capacité d'avoir une vision, de changer de regard et d'imaginer, comme dirait Bachelard, l'imagination ouvre des yeux qui ont des nouveaux types de visions. Et c'est de ça qu'il s'agit, il me semble, aujourd'hui. En tout cas, c'est le point que je vais aborder, ça n'engage que moi. Mais donc, l'essence même de shapership, pour vous dire de quoi on va parler, c'est de pouvoir regarder le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Alors, c'est là que ça va se jouer. Regarder le monde tel qu'il est, peut-être figé, hein, peut-être dans le statu quo, et tel qu'il pourrait être, c'est-à-dire d'avoir des visions d'un monde qui pourrait être autrement, et même radicalement autrement, de manière créative, visionnaire, non orthodoxe, hétérodoxe, parfois révolutionnaire. Et je vais tenter de vous montrer pourquoi c'est peut-être important d'oser parler de radicalité. Radicalité voulant dire donc à la racine. Si j'avais fait la couverture du livre pour la Maison de la Francité, j'aurais peut-être mis la phrase de Bobin, qui malheureusement vient de mourir, mais qui dit « Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux pour voir ».
Bon, on est toujours en train de frissonner quand on entend Bobin, quoi. On pourrait arrêter là. Bon. Alors, je suis aussi ici pour vous parler après 2 ans et quelques de Covid, donc la notion de shapership a été créée par Jean-Louis et moi pour quelque chose. Et ce pourquoi c'est pour bâtir le futur sur le désir et l'imagination. Et je dois vous dire pour contrer quoi. Je veux dire, bâtir le futur sur le désir et l'imagination, c'est pour ne pas que ce soit sur la peur, sur le désespoir, sur la violence ou sur la stupidité. Alors, je ne sais pas quel impact on peut avoir sur la stupidité, parce qu'elle est bien partie, mais sur la peur et le désir, je vous dis que je crois vraiment, en français, c'est assez clair, être sidéré, c'est l'inverse de désir. Et je crois qu'il y a une dynamique très intéressante aujourd'hui qui est en train de se jouer sur la peur ou le désir et de voir d'où on est en train de comment on se sent à l'intérieur et comment on peut être capable de prendre des décisions au départ de quoi. C'est pas du tout les mêmes comme vous pouvez sentir à l'intérieur de vous. Agir au départ de la peur n'a rien à voir avec agir au départ du désir. Donc ça va pas être le même impact, pas les mêmes termes et certainement pas la même expérience. Voilà. Donc je vais parler de ce concept qui peut vous toucher et je vous dis un peu d'où je parle. Je ne parle pas en tant que philosophe, je ne parle pas en tant que psychologue, je ne parle pas en tant que diplômé, je ne parle pas en tant que professeur, enfin je parle de rien du tout parce que je ne parle pas en tant que, je parle en tant que Aline qui a 30 ans de pratique professionnelle et d'expérience dans quelque chose qui me passionne et dans une recherche qui m'est tout à fait, elle n'est pas personnelle parce que je pense que vous allez voir, c'est une recherche que nous avons, mais c'est une question que j'ai depuis longtemps, c'est quoi la réalité ? Ça paraît con, mais c'est quoi la réalité? C'est-à-dire quand on dit c'est pas possible, c'est réel, c'est. Mais tout le monde parle comme ça maintenant, on dit tout le temps c'est. Et en réalité, le mot réalité, comme vous entendez en IT, c'est un mot qui induit un rapport. Ça veut dire le réel. Le réel, selon les traditions spirituelles et maintenant ce que la science dit, puisque vous savez que ça se rejoint pas mal, le réel est voilé. Nous n'avons pas accès au réel. On peut déployer tous les moyens qu'on veut, mais nous n'avons accès qu'à une réalité. Une fois que nous avons filtré, nous avons interprété, nous avons certainement filtré, nous avons des portes de la perception, pour dire ça comme ça. Les portes de la perception sont plus ou moins étroites. Et en fonction des filtres que nous mettons, nos croyances, nos paradigmes, etc., nous aboutissons à ce que nous, on appelle la réalité. La réalité étant donc, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est une construction plus ou moins créative, c'est une représentation, ça c'est clair, une représentation du réel, ce n'est pas le réel. Donc la réalité, ce que nous on appelle la réalité, c'est en fait une forme d'histoire qu'on se raconte et qui fait sens. Nous sommes, comme disait Nancy Houston, une espèce fabulatrice. Un poète a dit « Le monde n'est pas fait d'atomes mais d'histoires ». Et elles s'empilent les unes aux autres dans le monde vertical de l'imagination. Yuval Noah Harari, dans ce livre dont je ne me souviens plus le titre, mais il a fait une BD avec ça, si vous vous souvenez. Il a repris ça, Homo sapiens est une espèce qui domine le monde parce qu'il est le seul à croire aux histoires qu'il se raconte. Et une fois que tout le monde se raconte la même histoire, nous faisons un peu tous la même chose. Ça s'appelle les conventions. Donc, je pense que la clé de ce que je vous raconte, c'est le réel est impossible à connaître. Nous le filtrons, nous avons les portes de la perception, je veux dire ça comme ça. Et la perception, elle, donne naissance à des décisions et à des actions. Et percevoir, dans l'alchimie, qui est quelque chose que je pratique, on dit percer et vous verrez. Donc il y a une notion qui va être tout de suite au cœur de ce qui me passionne et de shapership, c'est la capacité de percer la bulle. Laquelle? C'est la bulle des représentations communes. C'est-à-dire ce que tout le monde croit qui est impossible, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde... c'est surtout croire. Et la façon dont nous pouvons nous représenter les choses comme possible, impossible, etc. Il y a toujours des gens qui font un trou dans la bulle. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un trou dans une bulle? Pouf, la lumière rentre. Et comme disait Einstein, il suffit d'un rayon de lumière pour éclairer la pièce. Alors on était tout bien là, tout allait bien, on était contents,
Il faisait un peu froid, certes, mais quand même. Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est dégueulasse ici. C'est pas du tout comme je croyais. Moi, je croyais que j'étais dans mon salon, que c'était parfait, le monde était beau maintenant. Donc, il y a cet effet dont je vais parler, qui est l'effet de double vision, qui est qu'on fait un trou dans une bulle. Le futur, si le futur est dans une bulle, le trou va faire en sorte que tout d'un coup, on soit dans un rapport double et qu'il ne soit plus possible de regarder les choses telles qu'elles sont de la même manière. C'est ça, Shapership. Ça va être regarder les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles pourraient être en faisant des trous dans les bulles. Alors, je ne peux pas me remettre mes lunettes en même temps. Vous savez que si je prends les mots en IT, donc la vérité, c'est le vrai dans les limites de notre croyance. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien de vrai. Je dis que la vérité, c'est ce qu'on croit vrai à un moment. Donc, quand on regarde ce que disent les scientifiques, comme tous, d'ailleurs David Bohm et autres, c'est que la science est une aventure de perception qui évolue avec des théories de l'esprit, théories de ce qu'on croit qui est vrai à un moment. Hein. La Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, et c'était pas vrai avant. Donc, parce qu'avant, c'était pas vrai. Maintenant, la question de la plausibilité, de la vérité, de la créativité, dont je vais y venir, ça pose des questions parce que si on admet que la réalité est une histoire qu'on se raconte, on va donc voir que l'histoire qu'on se raconte, qui est notre manière de créer du lien entre des événements qui nous arrivent, vous voyez ce que je veux dire, hein, on a plein d'événements dans notre vie, puis on raconte le film. Et parfois, on a des histoires qui ne nous rendent pas heureux nous-mêmes. On raconte une histoire sur nous, tiens, je suis une ratée, tiens, je suis ceci, je suis en train de rater ma vie, plein Covid, merde, il n'y a rien qui marche, ça n'intéresse personne. On peut se raconter des histoires. Parfois, elles nous rendent malheureux, parfois, elles nous rendent plus heureux. Et la question, c'est que ces histoires qu'on se raconte vont avoir un impact direct sur notre expérience. J'aime beaucoup une histoire que j'ai entendue il y a des années où on raconte qu'en 1924, Niels Bohr et, j'oublie son nom, c'est Werner Heisenberg, donc ils sont les deux grands physiciens de l'époque, sont ensemble dans un château de Kronberg, où la légende veut qu'ait vécu Hamlet. Et à un moment, Niels Bohr dit à son ami, « Tu ne trouves pas que c'est curieux comme le fait qu'on imagine qu'Hamlet ait vécu ici change totalement toute l'expérience qu'on a de ce château ?» Nous, on est des scientifiques, en fait. Un château, c'est normalement fait de briques, de matière et de ce qu'on voit. Et tout d'un coup, le fait qu'on imagine qu'Hamlet ait vécu ici donne une autre ambiance et on entend presque Hamlet arriver et dire « to be or not ». To be, that's the question. Et donc, cette idée que ce qu'on imagine change notre expérience. Je dis ça parce que c'est assez crucial dans la mesure où si on change l'histoire qu'on se raconte à propos du futur, on change notre vie. Alors je dis encore une dernière chose à propos de cette importance des perceptions. Si vous prenez un iceberg et que vous vous rendez compte que le monde à l'extérieur, le contexte, même je veux dire, les institutions, ce qu'on voit au-dessus de la surface, a évidemment un impact sur nous. C'est sûr que c'est pas la même chose de parler aujourd'hui ici qu'il y a 2 ans. C'est pas la même chose d'être un noir en Amérique en 1960, avant Martin Luther King et aujourd'hui. C'est pas dit que c'est mieux ou pas. Hein. C'est pas la même chose d'être une femme aujourd'hui, pas la même chose d'être juif aujourd'hui, etc. Donc tout ce qu'on est influencé par le contexte. Mais nos visions du monde et nos perceptions, notre réalité à nous, nos cartes mentales, si vous prenez ça comme ça, nos cartes vont influencer la manière dont on crée le paysage. Et j'espère que vous vous rendez compte, c'est ça, shape. Ça veut dire que il y a Gorbinski, je ne prononce pas bien son nom, mais qui a dit le mot chien ne mord pas, et la carte n'est pas le territoire. Oui, d'accord, mais les cartes mentales vont quand même vraiment influencer la manière dont on donne forme au territoire. Alors, comme ma vie est autour de la créativité. La créativité, c'est un peu l'angoisse de la répétition. Répétition des mêmes solutions, je vais dire ça poliment. Répétition éternelle du même et du même, masqué sous des tas de choses. On déguise innovation. Enfin, on fait toujours semblant qu'on crée du neuf. En fait, il faut faire plus de la même chose à l'intérieur du même paradigme. Et je pense que la vraie question sur la caverne de Platon, dont tout le monde connaît la trame, mais je vais quand même dire 2 mots sur la trame, parce qu'on ne sait jamais, hein, parfois c'est loin. Si vous voyez ce qui se passe en gros, ce qui est totalement comme aujourd'hui, dans le mythe de Platon, des hommes sont
enchaîné dans une caverne et se voit projeter des ombres de marionnettes actionnées par des marionnettistes. Et ils regardent ce qui est projeté devant eux et ils pensent que c'est la réalité. C'est un peu comme nous. Quand on projette sur l'écran de nos nuits blanches ou de nos jours certaines de nos idées, on peut croire que c'est la vérité, que c'est vrai parce qu'on le pense. Bon, bref, ces hommes enchaînés, l'un d'entre eux se libère ou entend un appel, je ne suis pas tout à fait au clair sur l'un ou l'autre, et il bouge, et de là, il voit effectivement qu'on actionne des marionnettes et que c'est peut-être le pouvoir qui veut qu'il croie certaines choses. Ça vous fait peut-être penser un peu à la situation des médias et autres. Peut-être qu'il suffit d'ailleurs de croire certaines choses pour ne plus vouloir sortir de la caverne. Et toujours est-il que cet homme sort et se retrouve à l'air libre. Et là, il va découvrir la vie. Donc, minéraux, végétaux, commence à jouer avec les éléments. Et il fait sa vie jusqu'au jour où il se souvient de ses frères enchaînés. Et il retourne les voir et il leur dit « Un autre monde est possible ». Et là, ceux qui sont enchaînés, ils disent ça va pas aller. Hein, donc, et les gens du pouvoir vont évidemment l'accuser d'avoir une vérité qui dérange, donc d'être un hérétique, et on va vouloir l'éliminer. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans une certaine mesure, j'avais fait ça. J'ai rencontré au moins 2 personnes que j'ai déjà vues à une conférence où j'avais abordé cette question. Sommes-nous des hommes de la caverne ? Je pense que c'est vrai, on a tous un côté, on est tous un peu des hommes de la caverne et on est tous enfermés dans une forme de caverne de Platon, ne fût-ce que parce qu'on a tous en fait besoin d'une certaine stabilité par rapport à notre propre histoire. Maintenant, je voulais vous dire que la plus grande histoire qu'on se raconte, c'est celle du futur. On est au clair qu'il y a une représentation du futur qui est aussi quelque chose qu'on imagine dans les limites de notre propre capacité à imaginer. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne parle pas de prédiction, mais nous vivons tous, et les enfants en particulier, et les jeunes, quand on demande à un enfant ce qu'il veut faire, son futur, il est là. Et pour nous tous aujourd'hui, je pense que c'est évident, si vous êtes physiquement attentif, la manière dont vous vous racontez une histoire du futur va avoir un impact immédiat sur votre émotion ici et maintenant. Le futur n'est pas... D'abord, le futur, on n'est même pas au clair sur le fait que ça existe selon les physiciens, et plein de choses peuvent être dites selon des tas de choses dans les sciences et dans les approches spirituelles. Mais je me base ici sur le fait que l'histoire du futur qu'on se raconte est en fait un avenir qui est déjà venu. Faire un jeu de mots à De Vos. Le futur, il est déjà là. Et il est impactant, parce que si je m'imagine, par exemple, que la mort, c'est la disparition de mon corps, point la ligne, il ne reste plus rien, c'est la fin du monde, quoi, la fin de mon monde, et la fin de mon monde égale la fin de la matière, c'est la fin. Ça change, ça va créer une certaine vision peut-être de l'absurdité de la vie. Si je pense que la mort, c'est l'âme hors du corps et que tout ça continue dans une autre dimension, ça change ma façon de regarder. Si je pense que l'univers de maintenant est voué à la répétition éternelle des mêmes choses, même pire, si je pense que le monde est voué à disparaître aujourd'hui, je ne vais pas du tout prendre les mêmes décisions, ni me comporter de la même manière que si je pense que le futur est ouvert. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le futur que j'imagine est la cause du présent. Alors, pourquoi je raconte ça ? Je suppose que vous avez une petite idée. Gramsci a dit, pour le citer, un philosophe Gramsci, « Le vieux monde meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Alors, c'est vrai que pour un mouvement descendant d'un certain monde, s'accentue évidemment la possibilité d'un autre monde, mais on n'est absolument pas dans une période où on peut parier sur ce qui va gagner, des forces de régression, de violence, de polarisation extrême, de genres qui vont exploser les gens dans des disputes woke où on va finir par plus savoir si on peut encore parler d'une idée si on est un homme blanc, mâle, avec ou sans cheveux. Enfin bref, ça rend difficile certaines conversations apaisées.
Et il y a des années, un futuriste qui s'appelle Erwin Laszlo, philosophe des sciences, avait clairement identifié qu'il y avait un monde qui était en train de basculer dans des turbulences extrêmes et qu'on avait atteint un point qui s'appelle le point de non-retour. Ça ne s'appelle pas une crise, ça s'appelle un endroit où le monde s'effondre, où le monde crée un chaos tel qu'on va vers un nouvel ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans une improbabilité telle qu'il me semble intéressant de ne pas parier sur la fin. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que ma question, c'est puisque tout le monde est un peu... On est entre deux mondes, on est entre deux discours, on est entre deux narratifs, comme on dit maintenant. On ne sait pas très bien où on est. Moi, je pense que beaucoup de gens sont dans la confusion, complètement désorientés. Et la question, c'est quelle boussole? Je vais revenir à ça. Mais quelle boussole? Comment est-ce qu'on s'oriente? Et je crois qu'il y a une chose qui est importante. Moi, je ne parle pas de prédire le futur, mais je pense que les récits, ça vous paraît évident sans doute, les récits que l'on se fait du futur peuvent être des moteurs et des leviers de transmutation, de métamorphose. Certains des récits que nous nous faisons vont nous pomper une énergie maximale. Alors, prenons les jeunes aujourd'hui. J'avais, il y a quelque temps, un architecte qui s'appelle Barragan, qui est un architecte mexicain, je pense. Il avait dit « La nostalgie, c'est la conscience poétique du passé à jamais disparu ». Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent, en particulier les jeunes, une nostalgie du futur, c'est-à-dire la nostalgie d'un futur à jamais disparu. Et ça a été dit en 2015 par des jeunes avant Greta Thunberg. On nous a volé notre futur, nous n'avons plus de futur, d'ailleurs on ne va pas faire d'enfants, ça ne sert à rien, etc. Donc vivre dans une nostalgie du futur, pour moi, c'est un peu l'inverse de ce que Jean-Louis et moi, on a appelé une érotique du futur. C'est-à-dire que la nostalgie du futur ne va pas entraîner les mêmes choses que l'érotique du futur, c'est l'éros du futur. Comment est-ce qu'on peut avoir un imaginaire du futur qui crée un certain désir, un appel, une attraction? Donc, moi, j'aimerais bien un futur nommé désir. Et on se trouve, à l'heure actuelle, devant au moins 3 crises. Je ne vais pas les développer, mais il y a une crise qui est existentielle. Ça vous paraît normal, peut-être, de dire, tout le monde le sait, l'existence même de l'humanité est potentiellement menacée. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais réalistement, c'est vrai qu'il y a quelques raisons d'être un peu pessimiste. On pourrait dire que le futur semble un peu menacé. En tout cas, il y a des choses qui font dire à certains qu'il est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et d'autre part, il y a une crise de sens, où on dit perceptuelle. Vous savez, vous connaissez le conte de l'éléphant qu'on montre, façon de parler, à des aveugles, dont tous les aveugles sont autour de l'éléphant. Certains touchent ses oreilles, ils croient que c'est un truc genre un éventail. Certains touchent ses pattes et croient que c'est un arbre. D'autres touchent la queue et croient que c'est un espèce de petit plumeau. Enfin bref, chacun se construit son image sans jamais arriver à reprendre le tout. On est à l'âge de l'éléphant qui manque. Il n'y a pas d'éléphant, le monde est hyper complexe. Plus personne n'arrive à constituer une idée du tout. Les gens sont un peu dans la confusion. C'est compliqué. Et ça pose des questions sur comment est-ce qu'on décode le monde. Donc, quand on est professionnel dans un métier, parfois c'est compliqué de s'assurer qu'on est même un peu capable de prendre des décisions. C'est pour ça que je crois que c'est difficile de faire sens. Mais la question qui se pose avec beaucoup plus d'acuité, il me semble, c'est celle de la crise des imaginaires. Donc une crise de l'imagination qui me semble être peut-être, c'est la question que je vous pose, et peut-être la plus grande des crises, c'est notre incapacité à imaginer un futur qui serait désirable et qui soit plausible, compte tenu du fait que pour ceux qui sont dans le manque d'argent et dans des crises, il ne s'agit pas pour eux de croire au capitalisme ou pas. Il suffit de croire que le système est éternel et qu'il ne va pas changer pour qu'il ne bouge plus. Donc notre façon de pouvoir nous sortir de cette répétition, il me semble, et de cette nostalgie du futur, c'est de pouvoir arriver à imaginer des choses, à sortir de cette incapacité à imaginer un nouveau monde tel qu'il pourrait être. Je vous cite un livre dont j'ai oublié le titre, qui est un livre d'Adam Arvidsson, qui est un anthropologue suédois, qui habite en Italie. Donc tout le monde le repère. Et il parle de notre incapacité à imaginer un avenir différent du présent. Il dit...
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement changer le monde ou même, comme les révolutionnaires du dernier tournant du siècle, rêver de le faire? Il dit « Notre époque est marquée par un pessimisme de l'intellect et un optimisme de la volonté », pour reprendre une vieille citation que les gauchistes utilisent parfois. Notre pessimisme intellectuel se manifeste par le fait que personne ne semble avoir d'alternative sérieuse à notre situation actuelle. Notre optimisme volontaire signifie que malgré l'absence d'alternative, il existe un désir général de changement. Mais il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Et puis, il cite en même temps un autre homme qui a écrit Capitalisme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui dit que toute une génération, presque le monde entier, a perdu sa capacité à rêver. Donc, peut-être on est meilleur pour imaginer des scénarios catastrophes. La collapsologie fait son effet. Je crois que c'est plus simple, personnellement. Je ne dis pas qu'il manque d'imagination, mais je soupçonne quand même que ce soit plus simple d'imaginer des fins tragiques. La science-fiction est beaucoup faite de ce qu'on appelle des dystopies. Et moi, je voudrais vous proposer quelque chose qui est une métaphore que vous connaissez certainement, sous un angle peut-être que vous ne connaissez pas. Je pense que si les histoires du futur que nous nous racontons peuvent être des leviers de métamorphose, on devrait parler de l'histoire de la métamorphose qui est simple, c'est celle de la chenille et du papillon. Et j'ai entendu un biologiste raconter quelque chose que je ne savais pas à ce propos-là. Vous savez, quand la chenille, qui est un organisme assez vorace, dit-on, la chenille mange, elle se nourrit et elle détruit relativement bien son environnement. Et elle est très vorace, en d'autres termes, et elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et pour les cellules de la chenille, tant que la chenille devient plus grosse, tout va bien. Elles ont un boulot, elles ont un job, elles digèrent, elles font des trucs, quoi. Tout va bien. Et je ne dis pas que c'est la fête, mais champagne. Bon. Et puis, à un moment, le processus s'arrête, la chenille s'arrête de manger, et le processus est à un tournant, et les cellules se demandent ce qui se passe. D'abord, elles n'ont plus rien à faire, n'ont plus de job, sont au chômage. Elles paniquent parce qu'il commence à y avoir un changement de structure et que l'effondrement du système démarre. Certaines de ces cellules commettent un suicide qu'on appelle l'apoptose en biologie, c'est un biologiste qui raconte ça, et elles commencent donc à être dans une totale panique, alors que pendant ce temps-là, des cellules qui sont toujours dans le corps de la chenille, elles sont déjà là, je veux dire, elles n'apparaissent pas, elles étaient déjà là, des cellules autres semblent ne pas paniquer du tout. Ces cellules, les biologistes les appellent les cellules imaginales. Vous pouvez me croire, hein, c'est dément, ce n'est pas moi qui invente ça. Les cellules imaginales sont celles qui ne paniquent pas parce qu'elles voient le futur, qu'est le papillon. Et ces cellules imaginales commencent à se reproduire à toute vitesse et à former des clusters, des petits groupes. Et donc les autres cellules de la chenille se sentant menacées dans le statu quo, même si c'est pour arriver à la mort, hein, commencent à attaquer les cellules imaginales. Mais parce qu'elles se reproduisent tellement vite, le processus s'enclenche. Et alors qu'il est provoqué par l'effondrement, donc l'effondrement du système, l'accélération de la reproduction des cellules imaginales va faire qu'à un moment, les cellules du corps initial vont s'allier aux cellules imaginales, et là on arrive à la métamorphose qui est le papillon. Alors moi je trouve ça assez drôle, parce que quand on regarde le monde aujourd'hui, vous pouvez dire à un moment, ben, on est au moment où on pourrait dire, hein, il y a une sorte d'effondrement d'un système, une civilisation assez vorace. Nous, on l'appelle Madeleine, le monde fou. Cette civilisation vorace est en train de s'autodétruire, pendant qu'en même temps, potentiellement, naissent d'autres choses. Et il y a 3 stratégies, il me semble. Il y en a une, c'est l'autruche. Il paraît que les autruches ne se mettent pas pour de vrai la tête dans le sable, mais j'ai toujours entendu ça. J'ai même entendu Bernard Kouchner dire ce n'est pas parce que l'autruche se met la tête dans le sable qu'on ne peut pas lui botter le cul. Bon, c'est une stratégie de faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe. La deuxième stratégie, c'est celle c'est pas une stratégie d'ailleurs, c'est une possibilité, c'est de se retrouver prisonnier des forces de régression. Et qu'est-ce que j'appelle les forces de régression qui nous maintiennent dans la caverne? C'est la peur, c'est l'angoisse, c'est le désespoir, le cynisme aussi.
Vous avez vu quelques soirées des jeunes pour le moment, quand ils se pètent la gueule, comme on dit, en rapide. Donc le suicide, tout ça, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point les stratégies même des entreprises super court-termisme sont une forme de régression complète. De faire des machines qui envoient de la neige sur les montagnes, je ne sais pas comment elles sont, d'Arabie. Il y a un type qui me dit c'est formidable. Je dis non, mais c'est vraiment un problème, quoi. On peut faire une super machine pour envoyer de la neige dans les montagnes, de la neige artificielle. On continue à faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais par contre, il y a une autre stratégie qui est de se comporter comme les cellules imaginales. C'est de décider, je dis bien de choisir, dans la mesure du possible, de pouvoir adopter une posture qui est de consacrer de l'énergie à ouvrir en nous le courage et l'imagination qui vont nous permettre d'activer quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Et je reviendrai sur l'espoir, parce que ça peut paraître peut-être un peu cucu, mais je ne pense pas que ça l'est. Et dans la mesure où je dis que le désir est l'opposé de la peur, je pense qu'on pourrait arriver avec l'imagination comme clé de la métamorphose à créer une érotique du futur. Mais à condition qu'on parle bien d'une imagination qui est radicale. Et pas simplement de faire plus de la même chose, ou de simplement corriger les problèmes du passé. Dans Shapership, on a été très inspiré par Buckminster Fuller, qui est un homme qui a dit un jour, pour réussir un changement, il ne faut pas lutter contre le système existant, ancien, mais il faut créer un modèle qui le rend obsolète. Alors, moi je fais la différence entre la solution au problème et la dissolution du problème. En alchimie, on dit je ne cherche pas une solution, je cherche la dissolution. En fait, Shapership, c'est la dissolution. Donc, il faut se rendre compte de quoi on est en train de parler, parce qu'on est en train de parler d'une utopie opérative. Et c'est ça que nos copains nous ont dit quand ils ont lu notre bouquin. C'est une utopie qui produit de l'effet. Parce qu'en effet, on pense que l'imagination radicale pourrait être une façon d'apprendre le présent à la lumière du futur. Et donc, de faire ce mouvement double dont je vous parlais, c'est de libérer le présent en ouvrant le futur, mais donc de le libérer dans une dynamique qui va être celle d'une compétence visionnaire, en tout cas c'est d'audace, cette audace qui permet à un moment de donner le goût de l'avenir, parce qu'on peut créer des histoires qui sont réellement radicalement différentes de ce qu'on vit maintenant, pas des histoires un peu meilleures. Et je crois, pour dire ça comme ça, qu'oser la rupture radicale, c'est un peu aller à l'encontre de beaucoup de gens qui disent « oui, mais tu comprends, l'utopie, c'est des trucs de fou ». D'ailleurs, il faut être réaliste. Donc je cite ici une phrase d'Edgar Morin que j'adore, qui a dit un jour « l'utopie est à la fois ce qui peut tout changer et ce qui ne peut rien changer. Le réalisme est à la fois lucide et aveugle ». Franchement, si vous vous rendez compte autour de vous, je suppose que vous avez quand même vu plein de gens qui se prétendent super réalistes, il n'y a rien de plus ennuyeux que quelqu'un qui pense qu'il est lucide quand il n'a aucune imagination. Parce qu'en réalité, il n'a pas de futur. Donc le fait qu'il se raconte qu'il n'y a rien de possible ou qu'il n'en voit aucun ne le rend pas plus intelligent que quelqu'un qui a plusieurs options. Et je pense que ce réalisme-là est totalement aveugle. Si nous voulons être visionnaires, si nous voulons être lucides, pardon, il faut qu'on soit visionnaire. Sinon, ça ne sert à rien. Donc je vous propose de prendre au sérieux vos rêves et d'en faire une stratégie, comme je vais dire. Bon, donc j'en arrive à dire que cette double vision, je dis un mot avant de passer à Shapership, quand j'ai compris ce qu'était la pensée radicale, je me suis dit, ça y est, je suis tombé dans un truc. Si c'est une utopie, c'est quoi une utopie? C'est c'est le futur vu trop tôt, en fait. Hein. Et c'est aussi une audace. Je voulais vous dire qu'il y a un jeu de mots qui m'a fasciné, je vais revenir dessus. C'est Gilles Deleuze avec Guattari qui rigole un moment en disant que l'utopie, c'est imaginer un futur qui n'est pas là, hein, utopos. Et en anglais, il y a un jeu de mots qui dit nowhere, nulle part. Hein, vous voyez ce que je veux dire? N-O-W-H-E-R-E. Vous bougez le W. Nowhere, now here. Et là, on a en fait ce mouvement extraordinaire qui est que ce qu'on imagine, qui est radical, va faire... c'est comme prendre des lunettes du futur pour regarder le présent. Ça va avoir une dynamique qui va rendre le présent plus difficile à gérer quand on a vu un futur radicalement différent. Ce que moi, je pense qu'il a appelé le devenir révolutionnaire. Ça devient insupportable à un moment.
le présent, dans certains cas. Mais ça devient insupportable. Et comment est-ce qu'on gère le fait que cette dynamique entre présent et futur peut être productive ou ne mener à rien? Et il y a donc un espèce de double mouvement que j'ai observé dans beaucoup de cas, qui est le refus du présent, le refus non à ce qui est déjà là, en disant ce n'est pas parce que c'est déjà là que c'est bon, ce n'est pas parce que c'est déjà là qu'il n'y a rien d'autre à faire, et une attirance pour un au-delà. Je voulais vous dire, avant de parler de Shapership plus en détail, parce que je parle déjà de Shapership, mais cette articulation entre le non et le oui, je l'ai retrouvée à plein d'endroits, dont la sortie d'Égypte, qui est en fait l'articulation d'une pensée révolutionnaire. C'est la métaphore, hein, je parle de la métaphore. L'articulation d'une pensée révolutionnaire est souvent entre la manière dont le non et le oui vont se mettre ensemble. Donc, le non, dans ce cas-là, c'est le refus d'un ordre pyramidal. Et le oui, c'est le rêve d'un projet différent. Et c'est la même chose dans Zarathustra et la métamorphose vous vous souvenez de cette métamorphose, il faut que je le dise clairement, les 3 métamorphoses de l'esprit dont parle Nietzsche dans le premier chapitre, où il dit comment le cerveau se métamorphose en chameau, puis en lion, puis en enfant. Et il dit en fait, le chameau, il sort avec tous les il faut, on doit. Il va dans le désert et il dit il faut, on doit, il faut, on doit. Il prêche, il est lourd de toutes les conventions. Et puis le cerveau, l'esprit se métamorphose en lion. Parce que le lion, il va dire un grand non. Et il va tuer les idoles. Et alors, la 3e métamorphose, c'est la métamorphose de l'esprit en enfant. Alors la question, c'est pourquoi faut-il que l'esprit se métamorphose en enfant? Et Nietzsche dit parce qu'il faut un grand oui. Et dans Shapership, on trouve ça. Alors, on a écrit ce bouquin, et puis on a, comme je vous ai dit, on a cherché des gens qui représentaient cette aptitude à ouvrir des pistes qui étaient peu visibles avant eux, et on les a appelés des shapers. Et on s'est rendu compte, en effet, que ce qui était intéressant, c'est que ces gens, ils existaient partout. Ils avaient la capacité d'ouvrir des pistes qui étaient invisibles, surtout que c'était des gens qui pensaient de manière non conventionnelle, qui n'étaient pas toujours en train de réussir une carrière, on se demande pourquoi, qui, plus ils menaçaient l'ordre établi, plus ils étaient eux-mêmes éventuellement éliminés, démissionnés, assassinés, mis sur le côté, qui a envie d'être un shaper, que leur héritage était souvent au travers d'une vie dont dans la transmission, plusieurs générations d'affilée, que leur vie n'était pas à évaluer en fonction du moelleux, du long fleuve tranquille, mais parfois de leur héritage qui était au-delà d'eux-mêmes. Et je vais vous en citer quelques-uns, mais ces gens ne sont pas nés des héros. Donc, par exemple, dans les shapers, Abraham Lincoln, shaper d'une nation, Mahatma Gandhi, shaper de la liberté d'une nation colonisée. On n'a pas étudié cela, hein, mais bon. Maria Montessori, shaper de nouvelles formes d'éducation. Rosa Parks, la femme qui est restée assise pour que nous puissions nous tenir debout, dit Jessie Jackson, donc shaper de la justice sociale. Vous savez que Rosa Parks était couturière et qu'elle a donc refusé de céder sa place à un blanc à un moment où c'était relativement difficile, et que son acte a donné naissance au mouvement des droits civils, et donc au fait que Martin Luther King ait été choisi comme leader de ce mouvement. Et des années plus tard, le président Obama a dit que sans Rosa Parks, il n'y avait pas Obama non plus. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce parfois d'héritage transgénérationnel. Martin Luther King, même s'il y a des gens qui me disent Martin Luther King, ça lui a pas réussi. Je dis bon, il y a des gens qui comprennent pas très bien de quoi on parle. Et puis Muhammad Yunus, etc. Et dans le livre, on a raconté l'histoire de quelques-uns de ces personnes qui, en fait, sont pas forcément nées riches, sont pas forcément nées quelqu'un. Et j'en citerai, je vous raconterai au moins 1 ou 2 exemples. Le docteur Govindappa Vensaskami, qui dit docteur V, qui est donc un homme qui a inventé un nouveau système de soins ophtalmiques en Inde. Sanjit Bunker Roy, qui a créé la Barefoot College en Inde, qui est une université aux pieds nus, où la condition pour apprendre, c'est d'être pauvre et de ramener le savoir chez soi. Donc un homme qui forme des femmes illettrées à être, non pas secrétaires, mais ingénieurs solaires, architectes, médecins.
Balthazar Garson, que certains connaissent peut-être, qui est un juge qui est shaper d'une justice internationale, qui a fait arrêter Pinochet, entre autres, qui est aussi, qui a été un moment l'avocat de Julian Assange, qui est un homme avec un parcours exceptionnel, et on peut dire courage extraordinaire, qui a été un pionnier de la loi au-dessus de tout, avec un culot. Katia Bastioli, qui est une femme qui a créé un développement intégré au territoire, des nouveaux modèles économiques inouïs. Ricardo Semler, qui est un homme qui a révolutionné la façon dont on gère une entreprise en faisant en sorte que des gens soient beaucoup plus riches que lui. Et surtout, il a créé des modèles dont on parle seulement aujourd'hui, sans égaux. C'est un homme qui a aussi dit que personne n'allait regretter sur son lit de mort de ne pas avoir passé 1 heure de plus au bureau. Il a créé la sagesse radicale, enfin plein de choses. Et puis il y a, moi j'aime bien Michel Onfray, même si on ne l'aime pas, mais il a créé l'université populaire et je trouve la dynamique très intéressante. Rob Hopkins, dont je parlerai, que vous connaissez certainement, shaper du mouvement de transition, et il y en a plein d'autres. Et le plus jeune, il a 15 ans, enfin il avait 15 ans. Et donc nous, on a regardé la façon dont ces gens regardaient le monde. Et puis, vous avez déjà compris, parce que j'ai déjà tout dit, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus rapide ici. Donald, si tu me fais un signe 5 minutes avant que je doive arrêter, peut-être. Tu ne feras pas signe. Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que comment fonctionne le shapership. Excusez-moi de dire ça, je déteste devoir dire ça. Le shapership n'est pas une méthode, mais c'est aussi une méthode. Parce qu'évidemment, si je vous dis, c'est maintenant 1, 2, 3, elle est bien bonne, on va faire 1, 2, 3. Il y a des gens qui nous demandent la boîte à outils. Oui, enfin, la boîte à outils, elle est tout à fait accessible aussi. Mais d'abord, c'est une façon d'être au monde et je pense que d'avoir une approche qui est aussi simple que celle qu'on a trouvée, ça peut aider à justement comprendre la dynamique. Donc on va retrouver le grand oui et le grand non et autre chose. On a appelé ça l'altitude-attitude. Comment est-ce que les shapers regardent le monde? D'abord, ils regardent la réalité telle qu'elle est, le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec une certaine forme qu'on a appelée de résistance créative. Ça veut dire quoi? Ils regardent les choses telles qu'elles sont et ils ne se satisfont pas de l'ordre établi. Donc, ils regardent ce qui est projeté dans la caverne et ils regardent aussi la manière dont ils vont éventuellement soutenir la réalité telle qu'elle est. Évidemment, on est tous dedans. Donc, moi, j'achète des capsules de café Nespresso. Je ne veux pas dire que je fais la révolution écologique. Donc, on est tous ambigus. Mais les shapers, ils vont donc regarder bien en face, c'est pas du tout éviter, ils vont regarder les choses telles qu'elles sont, et pour eux, il y a un acte de résistance créative à faire, ça veut dire que le statu quo est inacceptable, comme si on était au Moyen-Âge, et ce Moyen-Âge est inacceptable parce que quelque chose d'autre demande à naître, une renaissance. Donc ça va de non à des choses beaucoup plus grossières, il faut les entendre parler, ils sont parfois très énervés, et ça donne notamment certains activistes si le reste ne suit pas. Donc le shaper, il ne s'arrête pas au grand non. Mais le grand non est déjà une manière de résister à la réalité telle qu'elle est et à nos pensées, donc les dogmes et les conventions et toutes les pensées dominantes qui font que les choses sont comme elles sont parce que c'est la seule bonne manière de faire. Je vous raconte un exemple en même temps, peut-être ça va vous aider. Dr V est donc en Inde. Il a 55 ans, il est chirurgien ophtalmique, il est atteint d'une arthrose assez poussée et il regarde son pays. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a 12 millions de personnes qui deviennent aveugles par manque de soins préventifs. Lui, il appelle ça la cécité inutile. Il sait très bien qu'en Inde, quelqu'un qui devient aveugle, c'est une bouche sans main, comme on dit. C'est 2 ans à vivre. C'est une maladie fatale. Pour lui, c'est inacceptable. Donc la résistance créative, la première étape, c'est son grand nom, c'est inacceptable. Évidemment, puisque je citais Buckminster Fuller et que c'est quand même beaucoup notre inspiration, ce n'est pas en se battant contre le système qu'on va gagner. On lui donne de la force. Donc on va créer un autre modèle qui le rend obsolète. Et donc après le grand non, il faut un grand oui. Et le grand oui, c'est ce qu'on appelle la vision transformatrice. C'est Martin Luther King qui dit « I have a dream ». Il n'a pas dit « j'ai un cauchemar ». Donc ça, c'est percer la bulle. C'est faire un trou dans la jungle des représentations qui permettent à d'autres de rester dans la caverne et en faisant ce trou,
arrive quelque chose qui est en effet cette vision de quelque chose d'autre qui est possible et qui peut-être répond aux aspirations de beaucoup de monde. Le grand oui et la vision transformatrice, c'est oser un changement de paradigme. C'est oser dire des phrases, I have a dream, il faut oser le dire. Le docteur V, il va dire, mon grand oui, c'est éliminer la cécité inutile. Éliminer la cécité inutile. Et puis il a dit chez les pauvres. Alors, je vous dis ça parce que ce qui se passe, c'est que la transgression complète est dans cet acte-là. Elle est dans le grand oui qui propose à un moment un basculement complet et tout le monde fait ça. Tout le monde se vrille l'index. Pardon, oui, c'est ça. J'allais dire l'index dans le doigt, mais c'est l'index dans le front, sur la tempe. Et donc, le grand oui, ce qui est intéressant chez les shapers, c'est que c'est pas détaché de la réalité. C'est pas je rêve de créer un piétonnier à Bruxelles, tout le monde s'en fout. Non, non, c'est une aspiration qui répond à une réalité. Ça veut dire que les shapers ont une vision hélicoptère en phase avec le monde. Et ce qui est très intéressant chez eux, c'est que c'est au-delà de leur ego et qu'en plus, ils sont très connectés émotionnellement. Tous ont à peu près fait un travail spirituel. Tous travaillent sur l'alignement assez fort, enfin très fort même, entre la tête, le cœur et les mains. Donc, les shapers, dans le cas de Aravind, son grand nom, vous avez compris, et son grand oui, c'est éliminer la cécité inutile. Et ça va devenir une espèce d'élan utopique. Hein, c'est l'axe qui va maintenir un projet, souvent très important. Surtout que les shapers, quand ils sont bons, et ça, tout le monde peut le faire, ils ne seront pas dans un ego trip, et ils vont pouvoir incarner cette vision de manière inspirante pour les autres, ce qui fait que le futur devient non seulement la cause du présent, dans la double vision, mais il devient une cause. Des gens vont s'engager. Et on va arriver à la troisième étape du shapership, qui est l'expérimentation anticipatrice. Il faut en réalité, quand on a dit un grand non, on a résisté, on a fait un grand oui avec une vision transformatrice, il va de soi, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour oser réinventer la réalité à la hauteur de ce qu'on a proposé. Parce que si on fait des petits changements incrémentaux, on a l'air un peu idiot. Il faut donc réinventer la vie, la justice, l'enseignement. Il faut réinventer. Et les shapers vont le faire en expérimentant, souvent avec des coalitions d'acteurs et dans des rapports de pouvoir qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît d'habitude, parfois même sans aucun rapport de pouvoir. Ils vont créer des coalitions comme on joue du jazz. Ça veut dire qu'ils font du jamming, de l'improvisation sur le désir. Ça, c'est comment ils expérimentent. Alors, je vais vous donner un exemple, enfin même plusieurs. C'est donc le futur comme lieu du désir ici. Le docteur V, il est conduit par son rêve, éliminer la cécité inutile, et vous vous rendez compte qu'au départ, il a 11 lits, je pense. On est en Inde. Et les gens, ils sont pauvres, ils ne savent pas lire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire, à un moment, je vais créer une coalition. Il va former des femmes, analphabètes parfois, au diagnostic préalable des yeux dans les campagnes. Il va créer une alliance de centres de télémédecine. Et puis, les pauvres étant trop pauvres pour venir, il va créer un service de transport quand ils doivent être opérés. Ils sont opérés sur place avec des chirurgiens qui opèrent 7 fois plus vite qu'en Europe parce qu'ils ont trouvé un système pour bouger les lits, évidemment. Ici, il ne s'agit pas de faire de l'argent, mais d'éliminer la cécité inutile, on trouve. Puis quand ils sont sur place et qu'il leur faut des lunettes, il ne faut pas qu'ils aient les mêmes lunettes que tout le monde, donc il faut une usine de lunettes. Et puis il faut voir comment on fait parce que ces gens ne payent pas. Donc, ils proposent un système où un riche paye pour 2 pauvres. Et donc, son idéal, c'était McDonald's. Il disait que McDonald's avait trouvé une efficacité inouïe pour faire le même hamburger dans le monde entier. Et lui voulait faire la même qualité d'opération des yeux dans le monde entier, quel que soit l'argent qu'on ait. Donc, tout le monde a la même qualité, mais certains payent, d'autres pas. Et donc, il opère, je pense qu'on est à 2 500 000 visites par an, 300 000 opérations, les lunettes 600 000... et des milliers de gens qui sont venus se faire soigner, des millions de gens. Il n'a pas éliminé la cécité inutile, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Il ne l'a pas éliminé, mais il a joué un rôle majeur. Et en 2020, ils ont trouvé, comme la compétition n'a aucun intérêt, pour des gens comme ça, la compétition n'a pas d'intérêt, il a changé sa vision. Enfin, ils ont changé la vision, il est mort depuis longtemps, et la vision, c'est éliminer la cécité inutile dans le monde. Donc, ils forment des gens
Évidemment, ça se passe d'abord là où les gens sont plus dans le besoin que chez nous, parce que chez nous, on dit c'est parce que c'est l'Inde que ça coûte moins cher. Ça coûte 1% de ce que ça coûte en Europe. Hein. C'est le meilleur hôpital ophtalmique du monde. C'est pas parce que c'est l'Inde que ça marche, c'est parce que l'axe et la colonne vertébrale du Grand Oui a porté le système pendant 30 ans. Et donc, cette espèce d'utopie a en fait généré son propre mouvement. Donc voilà, les trois ensemble, ça donne l'altitude-attitude. Moi, je crois que l'altitude-attitude, c'est comme si on disait à quelqu'un, tu peux prendre un petit échafaudage et monter un autre étage de ta vie. Quand tu es un peu plus haut, tu regardes, et en fait, tu regardes qu'il y a toujours plusieurs histoires possibles. On est tous toujours un peu dans des désespoirs, des espoirs, des envies, des non-envies. Enfin, donc on est à plusieurs endroits. Parfois, on peut prendre un peu de hauteur, plutôt que d'être à la hauteur de la tondeuse à gazon, comme dit Jean-Louis. Et ça ne fait pas de tort non plus de pouvoir à un moment regarder plus haut. Ça nous permet d'avoir la perspective d'éventuellement notre vie entière et d'une forme de boussole de notre âme. Et je vais venir à ça parce que je me demandais quelle boussole. La boussole intérieure, allez, franchement, quand vous êtes là, au fond de vous-même, ça vous arrive souvent, j'imagine, de vous dire, très honnêtement, que vous savez qu'on ne peut pas continuer de durer, comme on dit à Bruxelles. Qu'on va devoir à un moment regarder, c'est pas possible, plein de choses qu'on fait ne sont pas soutenables, quel que soit notre métier. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'on sait quand même qu'un monde plus beau est possible. Tout le monde n'est pas con. Il y en a beaucoup, hein, mais tout le monde n'est pas con. Et il y a des gens super, et il y a moyen d'avoir un monde plus beau. Et on peut raconter tout ce qu'on veut, mais il y a vraiment un monde plus beau qui est possible. Et si on pouvait l'imaginer, ce serait bien. Et on sait aussi qu'il faudra du courage pour faire en sorte que ça marche. Donc ça commence à déraper un peu, là, parfois. Et donc les shapers font cet acte incroyable d'inverser le « je ne crois que ce que je vois ». Ils ont des actes de foi. Et c'est vrai qu'ils vont oser menacer le pouvoir existant en mettant en place des choses qui sont parfois transgressives. Je vous raconte un exemple et puis je vais arriver à ma conclusion parce que je crois que... et à vos questions éventuelles. Quand Rob Hopkins, qui est un écologiste, un homme qui a beaucoup voyagé entre ses 20 et ses 22 ans, il est à Totnes en Angleterre. Et Rob Hopkins se rend compte, en fait, que les pouvoirs politiques, c'est pas tout à fait nouveau ce que je dis, les pouvoirs politiques ne vont pas prendre les mesures adéquates concernant le peak oil à l'époque. On est en 2005, il se rend compte que les ressources s'épuisent et que personne ne va vraiment faire ce qu'il faut, qu'on continue à épuiser les ressources tant qu'on peut. Et ça lui est insupportable. Son grand oui, c'est un oui total, un acte de foi. Il appelle ça l'optimisme engagé. Il s'engage pour que des gens puissent créer leur futur par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et il fait une expérimentation anticipatrice. Donc sa vision, c'est ce que je viens de dire, son grand oui. Son expérimentation, c'est de créer à Totnes quelque chose d'inouï, c'est de regrouper des gens et de documenter à peu près tout ce qu'il avait fait pour que ces gens se mettent à réfléchir à leur futur dans un avenir post-pétrole. Et tout le monde réfléchit ensemble et il trouve des solutions. Et il a appelé ça Transition Town Totnes. Je pense que tout n'est pas positif pour moi dans le mot transition. Parce que, voilà. Mais là, à ce moment-là, en tout cas, il a fait quelque chose qui a essaimé. Et il y a eu, je crois qu'il y en a plus de 1200, voire même peut-être 5000, je ne sais plus exactement sur les chiffres. Il y a énormément à Liège, il y a des initiatives de transition, il y en a partout, à Bruxelles, partout. Dans le monde entier, il y a des endroits qui ont été inspirés par cet homme. Si vous n'avez jamais vu Rob Hopkins, ce n'est pas vraiment l'exemple même du leader charismatique. C'est un homme, on dirait un personnage de BD, il est hyper sympathique, c'est un très bon réenchanteur, et c'est un homme qui est plutôt... pas un leader, c'est un shaper. Il a créé ce qu'un commentateur de la BBC a appelé le plus grand mouvement historique du siècle, grâce à son inspiration. Il n'y a pas d'organisation formelle, hiérarchique, c'est un mouvement qui s'est créé parce qu'à un moment, il a su mettre très clairement son nom et son optimisme au service d'une société, et il le dit encore aujourd'hui, il faut pouvoir proposer des alternatives désirables au capitalisme, et c'est comme ça qu'il a avancé. Moi, je dis Rob Hopkins comme un exemple, et je vous citerai peut-être le dernier.
individuel avant un collectif. Donc, pour dire que ça peut arriver à n'importe quel âge, un des hommes qui a 15 ans à l'époque, qui s'appelle Jack Andraka, voit un homme qu'il aime beaucoup mourir. Cet homme meurt d'un cancer mal détecté du pancréas, parce qu'en fait, apparemment, 80% des cas de cancer du pancréas sont détectés trop tard à cause du fait que le test est trop cher et intrusif. Et Jack ne supporte pas l'idée et il fait un grand non. Et son grand oui, je vous lis, je vais inventer pour des millions de personnes qui sont concernées un système de dépistage précoce du cancer du pancréas, peu coûteux, rapide, simple, pointu, sélectif et minimalement invasif. Il se met donc à la recherche de cette idée pendant ses heures de classe avec ses deux copains, c'est Wikipédia et Google, et il est comme un fou là, en train d'essayer de chercher. Il découvre 8000 protéines qui sont présentes quand on a un cancer du pancréas, et il découvre autre chose en plus. Et il est sur la table de sa cuisine, sa mère trouve que bon, ça va bien, mais quand même. Et lui se dit qu'il ne va pas pouvoir continuer à faire toutes ses recherches comme ça. Donc, une fois qu'il a découvert cette histoire de protéines, il envoie un dossier à 200 universités en disant je m'appelle Jack Andraka, je suis en train de découvrir un truc formidable. Et il s'attend à avoir 200 oui. Et vous savez ce qui se passe? Il a 199 non. Il y a même des gens qui lui disent c'est complètement idiot ton truc. Et puis il a un oui, un professeur qui le fait venir et qui lui dit waouh, c'est formidable, on met le laboratoire à ta disposition. Et Jack va travailler avec eux pendant 7 mois pour arriver à trouver un système qui est donc 68 fois plus rapide, 26 000 fois moins cher, 400 fois plus précis, etc., qui permet de détecter les cancers beaucoup plus tôt et qui permet de détecter les cancers du pancréas et, si je me souviens bien, des ovaires et du poumon. Je ne me rappelle pas du tout comment ça marche, mais il se trouve que après, Jack a reçu plein de prix et puis finalement son truc n'a pas été pris. Ça n'a aucune importance. Hein. Il a ouvert une piste et ce que je crois, c'est qu'il y a des exemples collectifs qui sont de ce type-là et que ce qui m'intéresse, c'est, je pourrais citer des exemples de boulangers à Bruxelles, c'est de vous dire, avant vos questions, en conclusion, ce que je crois, c'est il ne faut pas devenir un shaper, mais peut-être il y a une inspiration derrière ça qui peut vous ouvrir une porte, comme c'est arrivé avec plein de gens à qui on a parlé. Il ne s'agit pas, mais vous pouvez faire dans votre vie pour 5 personnes, pour 20 personnes, ou si vous avez plus, pour 25 000, ça n'a aucune importance. La question, c'est comment vous réfléchissez vous-même à votre position, dire ça, la manière dont vous prenez position en étant plus ou moins en accord, et plutôt plus que moins, avec les voix intérieures que vous avez et qui éventuellement vous donnent du souffle supplémentaire. La deuxième chose, c'est, la conclusion, c'est changer de regard, changer le monde. Je crois que Christian Lubin disait « habiter poétiquement le monde, c'est le contraire d'habiter techniquement le monde ». Alors, moi, je crois qu'il y a une magie dans le monde qui n'est pas visible et que le futur n'est pas visible, mais qu'il est là. Je crois aussi que la poésie, c'est la capacité d'aller voir parfois là où c'est beau et que parfois, on fait les choses pas parce qu'elles vont marcher, mais parce qu'elles sont belles et peut-être qu'elles vont marcher. Et que c'est intéressant de se positionner à la sortie de la caverne et d'oser avoir un regard un peu authentique et créatif sur le monde en dehors du confort de nos petites cavernes intérieures, n'est-ce pas? Et je crois que si je dois vous dire 2 choses encore, c'est prendre au sérieux nos rêves, et d'en faire une stratégie. Ça me paraît important de prendre au sérieux nos rêves, parce que je ne vais pas prendre les rêves de Elon Musk au sérieux. Je ne vais pas prendre les rêves de Mark Zuckerberg au sérieux. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ont le droit de rêver et nous pas? Donc je pense qu'au lieu de laisser la place aux autres, nous devrions les prendre très au sérieux, nos rêves. Et que les générations qui nous suivent sont en train de supplier pour qu'on ose rêver. Les plus jeunes, on doit aussi leur faire de la place pour rêver, mais ce n'est pas seulement dire « à vous de rêver ». Je pense qu'on a intérêt à oser rêver. Comme disait un proverbe en Bolivie, prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. Ça, je pense que c'est vrai. Il faut arrêter de penser que le progrès, c'est résoudre les problèmes d'hier. C'est d'oser imaginer quelque chose qui est à un horizon beaucoup plus grand.
c'est de penser l'impensable, avoir une pensée qui est quasiment utopique et qui ose mettre le monde à l'envers, c'est-à-dire le mettre à l'endroit en l'occurrence. Et enfin, je crois que orienter notre âme, c'est, si vous me permettez ce mot, je n'ai pas vraiment mieux, mais si nous sommes désorientés, il vaut mieux s'orienter. Alors, comment on s'oriente? Il y a certainement des réponses très, très intéressantes à l'intérieur. Enfin, dans cette pièce, je veux dire, et je crois que... bon, c'est pas que je crois en une âme, enfin, j'ai pas vraiment un autre mot. Alors, l'être profond, tout ce qu'on veut, je crois qu'il y a quelque chose en nous qui demande à avoir la parole, à être entendu. Il y a quelque chose en nous qui sait, et une sagesse beaucoup plus profonde, peut-être que toutes celles qu'on va lire sur des tas de choses. Il y a une espèce de... On appellerait ça comme on veut, mais je dirais qu'une des choses fondamentales, c'est peut-être de s'orienter et de comprendre à l'intérieur de nous-mêmes si nous sommes en train d'agir au départ de nos peurs ou de nos désirs. Et je crois qu'à l'inverse de chaque peur, il y a un désir. Si je me fais bien comprendre, la peur de, par exemple, vivre dans un monde sans liberté, c'est le désir très profond de liberté. Vous voyez, c'est très simple ce que je dis, mais ça marche souvent comme ça. Donc quand vous êtes en train de vous sentir partir dans la peur, je crois qu'il est intéressant de regarder à quoi vous aspirez le plus. Je terminerai par une citation de Václav Havel qui dit « L'espoir n'est pas la conviction que quelque chose va bien se passer, mais la certitude que quelque chose a du sens, indépendamment de la façon dont ça se passe. L'espoir est une dimension de l'âme et non une évaluation objective d'une situation. » Alors, ça change beaucoup parce que les shapers, c'est nous on les appelle des eye openers. Ça veut dire c'est ceux qui ouvrent les yeux, qui donnent de l'espoir. Et je crois qu'on n'a pas le droit de tomber trop fort dans la dimension inverse, c'est de couper totalement l'espoir. On doit se rendre compte à un moment que le changement a toujours été fait par des gens courageux qui ont ouvert quelque chose, pas par hasard, mais ils ont décidé à un moment de prendre position, qu'ils soient architectes, médecins, enseignants, citoyens dans la rue. Je veux dire, ça n'a pas d'importance. Et cette position-là, il me semble, c'est celle du droit de rêver et de faire, comme disait un homme qui s'appelle Wallace Stevens. Il a dit cette phrase que je trouve assez géniale. Après le non final vient le oui. Et du oui dépend l'avenir du monde. Je crois que c'est vrai. Voilà, moi j'ai fini et je suis ouverte à vos questions.